Imagine la scène. On te pose un dictionnaire colossal sur une table, avec un manuel de grammaire de 500 pages à côté, et on te dit simplement, bah voilà, mémorise tout ça pour le mois prochain. Ouais, c'est une perspective honnêtement terrifiante. Carrément. Et pourtant, si on y réfléchit bien, c'est presque la norme quand il s'agit d'assimiler une nouvelle langue aujourd'hui. On a toujours cette tendance persistante à aborder l'apprentissage avec une logique d'ingénierie pure. C'est vrai, on s'acharne sur des listes de vocabulaire interminables, des tableaux de conjugaison bien carrés, en espérant que la mémorisation mécanique produise un résultat infaillible. Et ça marche rarement au final. Ah bah non, pas du tout. En fait, cette approche rassure juste notre besoin de contrôle. Face à l'inconnu d'une langue étrangère, le cerveau cherche à catégoriser les données de façon binaire. Genre, la réponse est correcte ou elle est incorrecte. Exactement. Sauf que les neurosciences et même la psychologie cognitive nous montrent que cette rigidité mathématique, c'est en réalité l'un des pires freins à l'acquisition naturelle d'une compétence. C'est pour cette raison précise qu'on se penche aujourd'hui sur une méthode qui prend le contre-pied total de tout ça. On va faire une plongée approfondie dans un matériel pédagogique assez fascinant qui s'intitule Learning French Through the Tale of the Traveler and Star. Un très beau programme d'ailleurs. Oui, conçu pour des apprenants de niveau A2 en français, et la grande particularité, c'est que toute la structure s'inspire de l'univers poétique du Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un choix très fort. L'idée fondatrice ici, c'est vraiment de remplacer l'aridité des règles par de la narration pure. L'objectif, c'est de décupler la rétention d'informations. Et de ce que j'ai lu dans la source, l'argument central est clair. Oublier les listes ennuyeuses au profit de la philosophie, c'est neurologiquement supérieur. Tout à fait. Et le fait de ne pas utiliser un banal dialogue de boulangerie ou de réservation de train, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas qu'une question de style littéraire alors. Non, non, pas du tout. L'utilisation d'un conte de fées philosophique pour adultes cache une architecture neurologique très sophistiquée. C'est conçu spécifiquement pour contourner les défenses naturelles de l'apprenant. Justement, avant d'entrer dans les détails de l'histoire elle-même, analysons cette stratégie de base. Le texte préconise un langage extrêmement clair, centré sur des mots universels. Des fleurs, des étoiles, des voyages. Ouais, des mots très concrets. L'idée, c'est de bâtir la confiance. Quand la personne comprend l'histoire, elle se dit « Ah, je suis capable de comprendre le français ». Ça m'évoque une image assez précise, tu sais. Apprendre des règles de grammaire pures, sans contexte, c'est comme essayer d'avaler de la farine sèche. Ah, l'image est parlante. C'est étouffant. C'est ça. La gorge se noue, le corps rejette la matière. Mais l'histoire et l'émotion, c'est l'eau et le sucre. Elle transforme cette poudre indigeste en un gâteau délicieux. Et hyper digeste, du coup. Voilà. Les ingrédients de base sont toujours là, mais le véhicule a complètement changé. J'aime beaucoup cette métaphore du rejet physique, parce qu'elle illustre bien un concept linguistique clé. C'est ce que Stephen Krashen appelle le filtre affectif. Le filtre affectif, c'est-à-dire ? C'est pas juste de la poésie, c'est un mécanisme biologique de survie. Quand on force l'apprentissage et qu'on a peur de faire une erreur, le cerveau perçoit ça comme une menace directe. Donc il se met en mode alerte. Exactement. Et en réponse, le système endocrinien libère du cortisol, l'hormone du stress. Et le problème majeur du cortisol, c'est qu'il vient littéralement brouiller le fonctionnement de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est bien le centre de tri de la mémoire, non ? C'est ça, le centre de tri et de stockage. Donc le stress bloque l'encodage de la mémoire, tout simplement. C'est fou ça. Donc la frustration de ne pas comprendre une règle de subjonctif, par exemple, déclenche une barrière chimique qui nous empêche de retenir cette même règle. C'est le serpent qui se mord la queue. Carrément. Le document qu'on analyse prend ce problème à la racine, en utilisant des concepts simples. Il demande de baisser la garde, d'oublier la perfection et d'oublier la peur. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Eh bien, quand on s'immerge dans une histoire qui génère de l'empathie, le cerveau remplace le cortisol par de la dopamine. Et cette dopamine agit comme un bouton de sauvegarde chimique. Oh, je vois. Elle augmente la plasticité synaptique, ce qui rend les connexions neuronales beaucoup plus aptes à retenir le vocabulaire sans effort conscient. Bon, plongeons alors dans ce fameux conte censé déclencher cette réaction chimique magique. Le récit s'intitule « Le conte du voyageur et de l'étoile ». Un titre très évocateur. Oui, très visuel. Le décor est planté d'emblée. On imagine un grand désert, sombre, des millions d'étoiles, et au milieu, un voyageur solitaire, fatigué, à la recherche du bonheur. Et le texte ajoute un détail crucial sur ce voyageur. Il porte un sac lourd sur le dos. Exactement. Et quand j'ai lu cette description du sac lourd, je me suis dit, à voix haute,
est-ce que ça ne représente pas symboliquement la charge cognitive de notre audience? La surcharge d'informations, oui. C'est ça. Ce poids insoutenable, c'est cette anxiété mentale qu'on s'impose. L'effort de traduire chaque mot, de vérifier les accords, de s'inquiéter de son accent. On s'épuise avec ce bagage de perfectionnisme. C'est une interprétation très profonde et ça rejoint complètement la vision de la source. Parfois, on cherche des choses très compliquées en pensant que c'est ça l'apprentissage. Alors que la vraie richesse est dans la simplicité. Et justement, dans l'histoire, la rupture arrive quand le voyageur trouve une petite étoile tombée sur le sable froid. Et c'est là que le dialogue central commence. L'étoile ne lui indique pas un chemin physique. Elle lui demande pourquoi il est triste. Et lui parle de sa quête du bonheur, qu'il ne trouve nulle part. Et l'étoile lui livre la leçon principale. Elle lui dit, attends, je retrouve la citation, « Le bonheur ne se trouve pas, il se crée en regardant avec le cœur. » Une phrase très simple, mais qui provoque un changement de paradigme complet. Oui. Et la résolution du conte est magnifique. Le voyageur repense aux choses simples, sa famille, ses amis, le soleil du matin, le rire d'un enfant. Il réalise que le bonheur est dedans, pas dehors. C'est ça. Il remercie l'étoile, qui remonte au ciel, et il rentre chez lui avec le cœur léger. Ce qui est fascinant, transposé au processus d'apprentissage, c'est ce moment où on cesse de chercher la méthode miracle pour se reconnecter à l'essence du langage, la communication humaine. Oui, mais là, je me fais l'avocat du diable. Comment on passe de cette belle philosophie à un apprentissage concret? Parce qu'on ne maîtrise pas la grammaire française juste en regardant les étoiles. C'est une question légitime. Mais la source offre un pont très direct entre l'histoire et la linguistique. L'architecture de la leçon repose sur une chronologie inversée. C'est-à-dire? L'histoire d'abord, les règles ensuite. Exactement. Au lieu de commencer par une liste de mots à mémoriser pour ensuite lire, la méthode plonge l'apprenant dans le récit. Le décryptage linguistique n'intervient qu'après. Ah, je vois. La source décortique des mots spécifiques pour les apprenants. J'ai noté un voyageur, une étoile, le sable, le cœur, créer, la gratitude. Et ces mots ne sont pas choisis au hasard. Ben non, c'est ce qui m'interpelle. Ce ne sont pas des mots purement utilitaires de niveau A2, genre comment acheter un billet de train ou réserver un hôtel. Non, ce sont des concepts humains fondamentaux. Et c'est stratégique, et brillant même, parce qu'un adulte qui apprend une langue ressent une immense frustration. Il a des pensées complexes, mais il est réduit à parler comme un enfant de 3 ans. C'est le fameux complexe d'infériorité linguistique. Voilà. Et lui donner accès à des mots comme gratitude ou créer, c'est lui redonner sa dignité intellectuelle. Carrément. Et l'intelligence de la source, c'est de fournir les explications formelles de ces mots après l'histoire. Donc le cerveau a déjà fait le travail. C'est ça. Le cerveau a déjà deviné le sens grâce au contexte de l'histoire du désert. L'explication qui suit ne vient pas imposer une nouvelle donnée. Elle vient juste valider une compréhension déjà présente. Ça marche aussi pour les expressions idiomatiques de la leçon, j'imagine. Ils expliquent « voir avec le cœur » pour signifier comprendre avec l'émotion. Oui, et aussi être léger, pour le fait de se sentir libre sans le poids de la charge mentale. Ou encore rentrer chez soi. Et pour valider tout ça, la source propose des questions de compréhension. Des trucs très simples comme « que cherche le voyageur au début ?» Le but de ces questions n'est pas de piéger l'apprenant. Elles servent de validation positive. En répondant correctement, le cerveau déclenche une boucle de renforcement positif. On se dit « super, j'ai compris de la littérature en français ». Exactement. Et ça propulse la confiance en soi vers le haut et maintient le filtre affectif au plus bas. D'accord, la lecture et l'analyse, ça fonctionne. Connaître le vocabulaire, c'est une étape. Mais la source propose aussi des stratégies d'action spécifiques pour ancrer ça de façon permanente. Oui, c'est le glissement de l'écoute passive à la pratique active. Il donne 5 conseils pratiques assez novateurs. Et il y a la technique des 3 écoutes, c'est ça lui, hein. Le sens global d'abord, ensuite le texte, puis la prononciation. Tout à fait. Il y a aussi le fait de raconter l'histoire à voix haute, seul devant un miroir. Mais le conseil le plus puissant, c'est d'imaginer et d'écrire une autre fin à l'histoire. Genre, et si l'étoile ne parlait pas? Voilà. Sur le plan neurologique, inventer une fin alternative force le cerveau à faire un effort de rappel actif. Il doit fouiller dans sa mémoire pour récupérer le vocabulaire et construire une pensée nouvelle. Et ça crée de nouvelles connexions physiques dans le cerveau. Oui, ça stimule la production de myéline. C'est la gaine qui entoure les fibres nerveuses. Plus on génère ses propres phrases, plus cette gaine s'épaissit et plus la langue devient naturelle. C'est fascinant. Ils ont aussi des trucs plus analytiques, comme de noter les verbes pour différencier le passé composé et l'imparfait, selon que l'action est ponctuelle ou continue. Toujours en utilisant le contexte narratif, oui.
Et associer consciemment les émotions de l'histoire au mot appris. Bon, le plan d'action est génial, mais j'ai une objection amicale à faire sur un des points. Il propose le défi de la semaine. Ah, le fameux défi. Écouter la même histoire une fois par jour pendant 7 jours consécutifs et ensuite s'enregistrer pour comparer. C'est ça. Mais honnêtement, écouter exactement la même histoire 7 jours de suite, c'est pas la recette parfaite pour s'ennuyer mortellement. Je comprends cette réaction. On est tellement habitué à scroller et à consommer du contenu inédit en permanence. Mais la source garantit qu'après 7 écoutes, un phénomène incroyable se produit. Ah bon? Quoi donc? Lors des premières écoutes, le cerveau est en surcharge. Il brûle toute son énergie juste pour décoder le sens global. D'accord, donc on cherche juste à comprendre de quoi ça parle. Voilà. Mais à la 4e ou 5e écoute, le sens est acquis. Donc le cerveau libère de la bande passante, l'oreille s'adapte au rythme, et là, l'attention se déplace vers la phonétique. Oh, je vois. On remarque soudain les liaisons, les intonations, le rythme de la ponctuation. Exactement. On passe d'un traitement du sens à un traitement du son. C'est comme revoir un excellent film. La première fois, on suit l'intrigue. La deuxième fois, on admire la photographie ou le jeu des acteurs. On y trouve toujours de nouvelles nuances. Vu comme ça donne presque envie de le faire. Et bien sûr, la méthode ne s'arrête pas à cette seule histoire en boucle. Non. Une fois cette fondation posée, la source recommande des ressources externes pour s'immerger dans la vraie vie. J'ai vu qu'il cite des podcasts adaptés comme Inner French, French Voices ou Transcript France. Des vidéos sur YouTube, des films d'animation comme Le Petit Prince. L'objectif est de s'exposer à la diversité. Écouter la radio comme France Inter ou RFI, même en fond sonore, aide les structures neurologiques à s'habituer aux sonorités. Et pour passer à l'action ultime, l'utilisation d'applications d'échange linguistique comme Tandem ou HelloTalk pour parler avec de vrais humains. Absolument. C'est la confrontation bienveillante avec la réalité. Ça fait une belle synthèse des pépites qu'on a découvertes aujourd'hui. L'apprentissage d'une langue et de tout savoir en général, c'est un véritable voyage. Un voyage organique, oui. Tout comme le voyageur de l'histoire qui trébuche dans le sable, nos erreurs font partie du chemin. La véritable richesse éducative réside dans la patience, la curiosité et cette capacité à voir avec le cœur, comme le dit l'étoile. Ça m'amène d'ailleurs à une pensée provocatrice pour clôturer cette session, si tu me permets. Je t'en prie, vas-y. Si ce texte démontre de manière si convaincante que l'émotion, les histoires simples et la répétition narrative sont les clés pour mémoriser une langue étrangère, Oui. eh bien, ne devrait-on pas s'inspirer de cette méthode pour enseigner absolument tous les sujets complexes aux adultes? Oh, waouh. Tu veux dire au-delà des langues? Oui, de l'économie à l'informatique en passant par la biologie. On persiste à inonder les adultes de graphiques arides et de données froides, de la farine sèche. C'est tellement vrai. On enlève toute humanité à l'apprentissage technique. Donc, la prochaine fois que ceux qui nous écoutent devront assimiler un sujet ardu, je les invite à se poser cette question. Où est l'histoire et quelle est l'émotion cachée derrière ces données? C'est une excellente réflexion. Avant de tenter de conquérir le désert de données, il faut prendre le temps de trouver son étoile. Exactement. Trouver l'étoile. Magnifique mot de la fin. Merci d'avoir partagé cette plongée avec moi. C'était un plaisir. Et à très vite pour une nouvelle exploration de nos processus d'apprentissage.